Hello les warriors! Comme je vous le disais à la fin du Femme Podcast de mardi dernier, j'ai profité d'être confinée avec Fabienne Viala, gynécologue obstétricien, pour l'interroger sur l'endométriose. Ce qu'est la maladie, son origine, ses symptômes, son diagnostic, ses traitements. J'ai beaucoup appris pendant l'enregistrement de cet épisode et j'espère que vous aussi le trouverez instructif. Bonne écoute à toutes! Rebonjour Fabienne. Bonjour. À présent, on aimerait profiter d'être avec vous pour vous poser des questions sur un thème dont on parle de plus en plus en ce moment et qu'on aimerait mieux connaître. Il s'agit de l'endométriose. Donc l'endométriose, c'est une maladie qui est de plus en plus médiatisée depuis quelques années et elle touche une femme sur 10, on parle même parfois d'une femme sur 5. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est, quelle est l'origine de la maladie et qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre corps lorsqu'on a une endométriose? Alors l'endométriose, c'est une maladie qui existe effectivement depuis très longtemps. On en parle plus maintenant et c'est tant mieux parce que je pense qu'elle a été certainement longtemps négligée à la fois par les patients et aussi par les médecins. Et en fait, ce qui se passe, ce sont en fait une migration de cellules endométriales. C'est pour ça que ça s'appelle l'endométriose. En fait, il faut repartir du début. Quand on a nos règles, tous les mois, notre utérus a un but, c'est de pouvoir accueillir une grossesse. Donc tous les mois, la muqueuse de l'utérus, qu'on appelle l'endomètre, va pousser et va s'épaissir pendant 28 jours. Et au bout de 28 jours, notre cerveau enregistre si on a ou pas une hormone de grossesse. Si on en a une, on est enceinte, et bien tant mieux, il garde ce tapis de cellules puisque c'est sur lui que s'est accroché l'embryon. Si le cerveau enregistre qu'on n'a pas d'hormone de grossesse dans notre sang, il va dire, voilà, il n'y a pas de grossesse, donc ce tapis de cellules ne sert à rien, et c'est pour ça qu'on a nos règles. En fait, nos règles sont faites de ce tapis de cellules qui va être éliminé puisque ce mois-là, ça n'a pas marché et la grossesse ne s'est pas mise en place. Normalement, dans notre sang de règles, si on regarde au microscope, on retrouvait toutes ces cellules de l'endomètre qui se sont décollées de la paroi utérine. Et de façon systématique, la majeure partie de notre sang s'évacue par notre vagin, mais il y a un reflux par les trompes qui fait qu'on a du sang aussi dans notre abdomen, de façon quasi systématique chez plus de 90% des femmes. Alors on ne le sait pas forcément, mais c'est aussi ça qui nous donne certaines de nos douleurs de règles. Et dans ce sang qui est dans notre ventre, il y a donc ces petites cellules qui normalement devraient mourir d'elles-mêmes puisqu'elles ne sont plus accrochées à l'utérus. Mais en fait, il y a un processus qui leur permet, pour certaines d'entre elles et chez certaines patientes, de se greffer sur différents organes qui sont dans notre ventre. Et donc ça peut se greffer aussi bien sur l'utérus lui-même, à l'extérieur, ou sur une trompe, ou sur un ovaire, ou sur l'intestin, ou sur certains espaces que l'on a derrière l'utérus, et qui vont de ce fait donner des symptômes dont on parlera. Alors il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur l'endométriose encore aujourd'hui, parce que ça reste très énigmatique. Cette solution-là, c'est la solution la plus retrouvée au niveau médical, d'expliquer que c'est à cause des règles et à cause du reflux tubaire qui se fait. Ces cellules, quand elles se greffent par exemple sur un ovaire, elles se développent là et elles vont suivre la même chose que ce qui se passe dans l'utérus. Donc le mois suivant, les cellules poussent dans l'utérus, puis on repart à zéro pour une nouvelle grossesse potentielle. Et donc, dans l'ovaire, ça pousse aussi. Et donc, ça va pousser de façon microscopique, mais ça va pousser. Au bout du mois, le cerveau redit, tu n'es pas enceinte, tes cellules, il faut qu'elles se décollent. Et donc, ça saigne. Donc, ça saigne dans l'utérus, mais ça saigne aussi dans l'ovaire. Ouais. Et donc, petit à petit, ça va créer d'abord des micro-saignements qui sont pas plus gros qu'une tête d'épingle, mais qui peut se terminer avec un kyste de l'ovaire qui peut être rempli de ce sang qui s'est développé au fur et à mesure des règles et des années, et qui peuvent faire 6, 7, 8 cm de diamètre. En fait, c'est comme ça que la maladie évolue petit à petit. Elle évolue à bas bruit au début parce que c'est un impact comme une épingle, et ça va petit à petit évoluer tous les mois. S'il n'y a pas eu de traitement mis en place, ça va petit à petit évoluer et donner des nodules de plus en plus gros, de plus en plus douloureux, ou qui vont impacter les organes sur lesquels ils se sont développés. Mais on sait qu'il y a des causes immunologiques et qu'il y a certaines patientes qui doivent développer des phénomènes inflammatoires au contact de ces cellules quand elles sont dans leur ventre, sur les différents organes, et qui du coup vont aussi provoquer cette greffe cellulaire, et ça va se développer après de façon mensuelle. La dernière cause incriminée, c'est les perturbateurs endocriniens qui, à ce jour, sont déjà incriminés dans différentes pathologies. Mais il y a des études aussi qui sont en train de rechercher si dans l'endométriose, il n'y aurait pas une cause à effet dont on ne connaît pas exactement le pourcentage, mais qui très certainement influe aussi sur l'endométriose. Alors maintenant, qui est concerné par l'endométriose ? Une grosse proportion de femmes quand même,
avec un pourcentage de femmes qui est complètement asymptomatique. On sait qu'à peu près 10% des patientes qui ont de l'endométriose n'auront jamais de symptômes et ne développeront pas non plus de complications liées à cette endométriose. C'est à peu près une tranche d'âge qui est entre 25 et 45 ans. Et là, ça représente à peu près 80% des patientes. Il y a aussi de l'endométriose après la ménopause, c'est pas tellement connu. Et ça représente moins de 3% des cas. Mais c'est des patientes chez qui, nous, on doit être très vigilants. Parce que on sait aussi qu'il peut y avoir des développements de cancer éventuels et potentiellement chez ces patientes-là. D'accord. Donc on se méfie un petit peu de ça. Maintenant, c'est complètement anecdotique par rapport au pourcentage des jeunes patientes qui ont de l'endométriose. Et normalement, l'endométriose s'arrête à la ménopause. Oui, oui, puisque si on reprend la raison pour laquelle on a de l'endométriose, c'est donc l'évolution mensuelle des cellules endométriales qui se développent en dehors de l'utérus. Et ben au moment où on n'a plus de règles parce qu'on n'a plus de stimulation hormonale, donc la ménopause en est une, on va guérir spontanément puisqu'il y aura plus de stimulation hormonale mensuelle. Donc oui, c'est un moyen de guérir de l'endométriose. Et quels sont les symptômes de l'endométriose ? Les symptômes vont se développer selon les organes qui vont être atteints au niveau cellulaire. Donc les plus fréquents restent les ovaires. Il y a énormément de kystes d'endométriose qu'on appelle l'endométriome, et qui pose aussi des soucis chez les femmes jeunes de chirurgie et de fertilité. Ensuite, ce sont les trompes. Ensuite, ce sont les espaces qui sont derrière l'utérus qu'on appelle les cul-de-sac. Ce sont des espaces d'éclive où le sang peut très bien va en fait stagner, et donc les cellules vont pouvoir se développer, et ça se passe à l'arrière de l'utérus. Donc à l'arrière de l'utérus, on a ce qu'on appelle les ligaments utérosacrés, qui sont une partie de l'anatomie de l'utérus, et ça se développe à ce niveau-là. Ces nodules-là vont être à l'origine des douleurs dues au rapport sexuel. La dyspareunie. Les dyspareunies profondes sont dues à ces nodules qui sont placés à cet endroit-là de l'utérus. Ça peut aussi se développer, puisque juste à côté il y a le rectum, donc ça peut se développer dans le rectum, ça peut se développer dans l'intestin, au niveau de l'appendice par exemple aussi. Ça peut se développer dans la vessie, ça peut se développer autour d'un petit canal qui s'appelle l'urtère et qui rejoint le rein à la vessie, et qui peut donc endommager ces différents organes. Et donc les symptômes vont être à la fois bien sûr des douleurs au moment des règles, relativement importantes, dont les gens, d'ailleurs c'est le premier motif de consultation, mais qui n'est pas toujours entendu comme tel, ou en tout cas il est souvent banalisé. Mais ça peut être aussi des patientes qui ont des douleurs en dehors des règles, ça peut être des patientes qui au moment des règles vont avoir des douleurs anales ou rectales, avec des sensations d'avoir envie d'aller à la selle, mais en fait n'y allant pas, ou en ayant des diarrhées associées, et parfois aussi des troubles urinaires au moment des règles. En fait, ce sont des symptômes qui vont se manifester plus au moment des règles, puisque c'est le moment où, là où est l'endométriose, elle est en pleine activité. Les symptômes, on les retrouve de cette façon-là, et on peut déjà avoir une bonne idée de ce qui se passe, où on peut commencer à évoquer le diagnostic, ne serait-ce qu'en interrogeant les gens sur les différents symptômes qu'elles peuvent présenter selon les organes qui peuvent être atteints. Quel est l'impact sur la fertilité ? Par exemple, on parle souvent de femmes qui ont des grossesses extra-utérines, et oui. À ce moment-là, elles découvrent qu'en fait, elles ont de l'endométriose. Est-ce que ça arrive souvent ? Pourquoi ça peut provoquer la grossesse extra-utérine ? Alors, je pense pas que ce soit les grossesses extra-utérines qui sont le premier diagnostic ou le premier impact de l'endométriose. La grossesse extra-utérine, c'est beaucoup plus les IST, par exemple, et le tabagisme qui interfèrent là-dedans. Ça peut interférer parce que le problème de l'endométriose, c'est que quand ça se développe beaucoup, ou si quelqu'un a un kyste de l'ovaire qui se rompt, et ben toutes ces petites cellules, elles vont se disséminer partout. Et donc, il y a malheureusement des patients qui ont des pelvis, c'est-à-dire l'intérieur de leur ventre, qui est complètement blindé par des adhérences, c'est-à-dire que tout colle à tout. L'intestin colle à l'utérus, à la trompe, aux ovaires. Et donc, du coup, les trompes sont complètement abîmées, et c'est comme ça qu'on peut avoir des grossesses extra-utérines. Okay. Je pense que le symptôme le plus fréquent qu'on peut avoir, c'est plutôt des kystes des ovaires, qu'on appelle des endométriomes. Et là, justement, c'est ce qui va jouer le plus sur la fertilité de ces patientes. L'ovaire est abîmé par le kyste qui est à l'intérieur, et donc il y a moins de follicules qui peuvent se développer sur un cycle. Et donc, ces patientes-là sont plus à risque d'infertilité. Okay. Et le grand chamboulement chirurgical, en tout cas, de ces dernières années, c'est que il y a environ 10 ans, on opérait systématiquement quelqu'un qui avait un kyste de l'ovaire endométriosique, pensant qu'il fallait, entre guillemets, la débarrasser de cette pathologie. Et en fait, aujourd'hui, on adapte ce que l'on fait. Des jeunes patients qui doivent avoir de la chimiothérapie et pour lesquels on sait
que ça va abîmer les ovaires et qu'elles auront des problèmes de fertilité après. Aujourd'hui, on est capable, avant d'opérer quelqu'un d'une endométriose ovarienne, de la faire consulter une équipe de PMA pour faire des préservations ovariennes avant de se dire qu'on va opérer ou pas, ou leur demander leur avis à ces équipes-là avant d'opérer quelqu'un. Et donc on laisse parfois un kyste de l'ovaire et elles vont peut-être être dans des protocoles de FIV parce qu'on sait que si on les opère, on va être préjudiciable sur leur fécondité. Et depuis quand Alors, qu'il y a eu ça ce fait changement peut-être depuis 5-6 ans où on fait beaucoup plus attention à ça. Et ça aussi, c'est nouveau. C'était dans notre pratique quotidienne avant, on était capable d'opérer une jeune femme de 25 ans d'un kyste de l'ovaire. Aujourd'hui, on ne le ferait plus. Moi, j'ai aujourd'hui une patiente en tête qui a 2 kystes assez volumineux au niveau ovarien, mais on ne va pas opérer parce que ça serait préjudiciable pour sa fertilité. Même si c'est déjà préjudiciable là, ça serait encore pire si je l'opérais. Donc on va essayer de la traiter autrement, de lui permettre d'avoir un enfant, peut-être avant que moi je ne l'opère de ses kystes. Et selon vous, c'est quoi qui fait qu'on s'est posé cette question il y a 5 ans et qu'on a voulu changer? Parce que les taux d'infertilité étaient trop importants. Et donc, c'est-à-dire que les équipes de PMA ont eu des difficultés à restimuler ces patientes-là après. Et quelles sont les conséquences psychologiques aussi de l'endométriose? Elles sont, à mon avis, vraiment majeures. C'est-à-dire que ce sont souvent des patientes qui ont déjà des douleurs chroniques, soit chroniques même en dehors des cycles, soit simplement des douleurs très aiguës au moment des règles, et qui sont complètement incomprises puisqu'on leur dit que c'est banal et que soit elles doivent faire avec, soit elles vont prendre un antalgique et il faut attendre que ça se passe. Et en fait, l'absence de reconnaissance de la maladie et le fait d'avoir des douleurs en permanence fait qu'au niveau psychologique, ça devient très difficile à tolérer pendant de longues années, puisque ça dure souvent de longues années sans qu'on ait fait le diagnostic. Et donc il y a très manifestement un syndrome dépressif qui s'associe à ces douleurs et à cette pathologie. Parmi les jeunes femmes qui ont des douleurs de règles qui ne cèdent pas au traitement habituel, on risque de trouver 80% d'endométriose. Ouais. C'est beaucoup, hein. C'est énorme. Et comment est-ce qu'on peut diagnostiquer l'endométriose? D'abord en écoutant les patientes, en ne négligeant pas le fait que c'est pas forcément normal d'avoir mal très fort au moment de ses règles, et en menant un interrogatoire déjà assez exhaustif par rapport aux différentes lésions possibles au niveau des différents organes, tels que je vous le disais tout à l'heure, on est capable déjà d'avoir une piste à ce moment-là. Ensuite, c'est l'examen clinique qui va nous aider aussi. On peut palper un kyste de l'ovaire, on peut très bien palper les nodules qui sont sur ce qu'on appelle les ligaments utérosacrés dont je parlais tout à l'heure, à tel point que je suis capable, dans ces cas-là, à l'examen clinique, de lui dire, je sais, je vais vous faire mal là. Et je palpe et elles ont mal là, exactement là où elles ont mal pendant les rapports sexuels, par exemple. Quand on palpe un nodule, c'est un nodule d'endométriose profonde. Enfin, le diagnostic, il est presque fait. À la limite, je vais avoir besoin d'examens complémentaires pour étoffer mon diagnostic et être sûre qu'elle n'a pas d'autres organes atteints. Quand c'est comme ça, je suis quasi certaine que c'est de l'endométriose qu'elle a. Les différents examens qu'on va faire, c'est une échographie endovaginale. On va faire aussi une IRM pelvienne. C'est un examen un peu particulier qu'il faut faire parce qu'il faut, si on veut que l'examen soit intéressant au niveau du diagnostic, il faut accepter de mettre un gel que l'on met au niveau du vagin et un gel au niveau du rectum qui va permettre de voir tous ces petits espaces dont je parlais tout à l'heure et qui ne sont pas visibles si on fait une IRM toute simple. Mais comme il peut y avoir une atteinte digestive, il faudra faire une coloscopie par exemple ou un coloscanner. Comme il peut y avoir une atteinte au niveau des reins, il faut faire un uroscanner. Et on peut être obligé aussi, dans certains cas, c'est un peu moins fréquent quand même, de faire des échographies endorectales. Et est-ce qu'on peut faire ces examens dans n'importe quel centre médical ou oui, est-ce que c'est compliqué? Non du tout. C'est accessible partout, plus ou moins rapidement, mais ce sont des examens assez classiques. Il y a des équipes formées à l'endométriose, c'est-à-dire que moi, quand j'envoie quelqu'un faire une IRM, je l'envoie à un radiologue particulier, je l'envoie pas à n'importe quel radiologue. Je précise déjà bien ce que moi j'ai à mon examen clinique et je vais l'adresser à des spécialistes. Il y a des réunions multidisciplinaires justement pour avoir une prise en charge la plus positive possible pour ces patientes. Et ça, c'est depuis combien de temps qu'il y a des équipes spécialisées en endométriose? Ouais, 10-15 ans, mais je pense que c'est encore plus prégnant aujourd'hui. Je voulais aussi vous parler d'autre chose. La majorité des femmes qui sont atteintes d'endométriose sont confrontées à une très longue errance médicale et la maladie est dépistée en moyenne au bout de 7 ans,
Alors, qu'est-ce qui, selon vous, explique cette errance médicale et comment pourrait-on changer cette situation? Alors je pense qu'elle est due au fait que le premier signe fonctionnel, c'est les douleurs de règles. Et que, aussi bien culturellement que médicalement, c'est normal d'avoir mal au moment de ses règles. Donc en fait, la jeune femme ne va pas forcément consulter pour ça. Sa maman peut très bien lui dire aussi, moi j'avais mal aussi quand j'avais ton âge, et de fait c'est normal, et ça va pas aller plus loin. Et le médecin va aussi facilement dire aussi, elle a 15 ans, elle a 16 ans, elle a 18 ans, elle a mal au moment de ses règles, et ne va pas se poser tellement plus de questions, et va pas forcément penser à l'endométriose à ce moment-là. En fait, on y pense souvent parce que les patientes viennent soit pour des douleurs particulières en dehors des règles, on va découvrir un kyste de l'ovaire, ou parce qu'elles sont justement en quête d'une grossesse qu'elles n'arrivent pas à avoir, et on fait un diagnostic tardif à cause de ça. La deuxième chose, c'est qu'il est difficile chez une femme jeune, très jeune, une adolescente, de faire le diagnostic, puisque l'examen clinique, le toucher vaginal chez une patiente vierge, on ne peut pas le faire. Moi, le respect de la personne et le respect de l'autre m'empêche assez facilement de faire un toucher rectal à une jeune femme qui va venir pour la première fois en consultation. On ne pourra pas faire non plus une IRM avec un balisage vaginal puisqu'elle n'a jamais eu de rapport. Donc forcément, ça complique un peu le diagnostic chez des femmes très jeunes. Donc on ne le découvre que quand elles vont venir voir le gynécologue pour une raison peut-être différente que les dysménorrhées. Et est-ce qu'on aurait les moyens d'améliorer ça pour pouvoir le diagnostiquer même sans... Oui, on sait que aujourd'hui, par l'interrogatoire, on peut essayer de dépister ces jeunes femmes-là, puisqu'on sait que ce sont des jeunes femmes qui vont avoir des douleurs de règles très importantes. Et donc, nous, en médecine, on utilise beaucoup l'échelle de la douleur qui va de 0 à 10. On dit que 0, c'est quand on n'a pas de douleur du tout, et 10, c'est quand on a la douleur qui, pour soi, est la plus intense possible. Quand une jeune femme commence à dire qu'elle a plus de 7 ou 8 en douleur de dysménorrhée, ça veut déjà dire quelque chose. Mais il faut que ce soit associé à d'autres choses. La deuxième chose, c'est que ce sont souvent des jeunes filles qui ont un absentéisme scolaire important, c'est-à-dire qu'elles ont tellement mal qu'au moment des règles, elles ne vont pas à l'école. Donc ça fait partie des choses qu'il faut qu'on demande. Et la troisième chose, c'est que ce sont des douleurs de règles qui ne passent pas avec les antalgiques qu'on a l'habitude de prendre. Donc quand on a ces trois choses-là, on peut se dire, elle a peut-être de l'endométriose. Le problème, c'est que tant qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel, je fais une échographie, au moins une IRM classique sans faire de balisage, ça peut nous aider. Et sinon, on va faire un traitement test qui nous permettra de voir un petit peu si ça la soulage ou pas. D'accord. Et justement, quels sont les traitements actuels de l'endométriose? Il faut dissocier deux choses. Il y a le traitement des symptômes et de la cause, et les traitements après qui sont plus des traitements des complications de l'endométriose. La première chose qui les fait consulter, c'est quand même les douleurs de règles. Donc pour traiter les douleurs de règles, quand on reprend tout le processus dont je vous ai parlé au début, on a bien compris qu'on a mal parce que tous les mois ça saigne dans différents endroits de notre corps. Si on arrête ces saignements, si on arrête nos règles, ça va arrêter de saigner aussi dans l'ovaire, ça va arrêter de saigner dans l'intestin ou autour de l'urtère. Et donc le fait de bloquer les règles complètement, le plus simple c'est de prendre une pilule en continu, ça va permettre d'arrêter les douleurs et de faire disparaître les symptômes. Et ça peut faire régresser l'endométriose quand elle est de petite taille. Ça ne fera pas régresser des gros nodules d'endométriose, mais ça permettra en tout cas d'avoir un aspect de traitement vraiment important sur les petites endométrioses, enfin les endométrioses modérées. La deuxième chose qui peut se faire chez quelqu'un qui a déjà eu des rapports, c'est de poser un stérilet hormonal, parce qu'on sait que plus de 60 ou 70% des patients qui ont ce style de stérilet n'auront plus leurs règles, et de fait, ça leur permet de vivre une vie normale, entre guillemets, en tout cas avec beaucoup moins de douleur ou plus de douleur du tout. Ce qui change tout pour elles. C'est-à-dire que pour elles, c'est le jour et la nuit. Quand enfin elles n'ont plus de douleur de règles. C'est là où on mesure l'impact psychologique de la maladie aussi. C'est-à-dire que on les voit revenir beaucoup plus souriantes et bien contentes de ne plus avoir ces douleurs-là. Et la troisième chose, ça sera la chirurgie éventuelle, mais qu'on ne fait pas de façon systématique à toutes les patientes. On sait que dans l'infertilité, la chirurgie en général améliore la fécondité après, et les équipes de PMA en général sont demandeuses d'une prise en charge chirurgicale avant FIV par exemple, quand il faut aller jusqu'à la FIV. Et en ce qui concerne les kystes de l'ovaire, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ça dépend beaucoup de l'âge des gens. Chez une jeune femme, on attendra peut-être d'opérer et on verra s'il faut préserver son tissu ovarien, et chez une patiente qui a 40 ans ou 45 ans, qui n'aurait plus de désir de grossesse puisqu'on leur demande bien sûr avant, on peut leur proposer dans ces cas-là des chirurgies plus importantes. Et puis parfois, on est obligé d'avoir des chirurgies qui sont beaucoup plus difficiles et complexes, qui demandent d'ailleurs des réunions de chirurgiens différents, c'est-à-dire qu'on opère, il y a un chirurgien qui est gynécologue, un chirurgien viscéral qui s'occupe de l'intestin,
et un chirurgien qui s'occupe de tout ce qui est vessie, rein. Donc on travaille à 3. Ça, c'est des équipes hyper spécialisées là aussi. Et en fait, c'est stratégique, c'est-à-dire qu'on a créé des équipes très performantes pour des chirurgies très délicates. Parce que ce sont des patients qui peuvent se retrouver avec une colostomie, c'est-à-dire une poche digestive après l'intervention, tellement le processus de développement au sein de cet abdomen s'est énormément développé. Et est-ce que ça arrive souvent, les cas comme ça? Non, heureusement, parce que il y a 2 choses. Ça se voit moins parce qu'on les dépiste plus. Ça se voit moins parce qu'elles viennent peut-être plus aussi. Parce qu'il y a aussi un problème, on a souvent incriminé les médecins qui ne savaient pas dépister la maladie. Mais il y a aussi des patients qui se négligent beaucoup et qui viennent une fois, viennent 2 fois, et puis un jour elles viennent plus et on les voit plus pendant 3-4 ans. Et après, quand elles arrivent, la maladie s'est développée de façon importante et on se retrouve dans des cas où on est obligé d'opérer. En fait, les grosses interventions comme ça, on les fait quand, pour les gens, on est au bout de tout processus thérapeutique médicamenteux. Et que si on ne fait rien, au niveau digestif par exemple, ça va créer des risques de colostomie à vie, par exemple, ou un rein qui serait complètement abîmé et qui pourrait devoir être enlevé tellement il serait abîmé. Donc pour ne pas en arriver là, on est obligé de le faire dans ces cas-là. Et j'ai aussi déjà entendu plusieurs témoignages de femmes qui avaient dû se faire opérer plusieurs fois pour leur endométriose parce qu'elles se faisaient opérer et après il y avait des cellules d'endomètre qui revenaient. Oui. Est-ce que ça arrive souvent Oui, parce que en fait, le processus initial, c'est quelque chose qui est cellulaire. C'est tout petit, une cellule, on la voit pas. Donc nous, on est capable en chirurgie d'enlever ce que l'on voit. On enlève tout ce que l'on peut. Il y a des nouvelles techniques aujourd'hui qui permettent parfois de moins abîmer les organes que de travailler nous avec nos bistouris et d'enlever des morceaux. Là, on essaie de faire d'autres. Il y a des choses avec des ultrasons, avec des choses comme ça qui sont en train de se faire au niveau de la chirurgie. Mais le problème, c'est que après l'intervention, en général, on est obligé de leur mettre un traitement qui va freiner de nouveau les règles parce que sinon, on aurait quand même des risques que ça récidive. Oui. C'est pour ça qu'on n'opère pas systématiquement tous les kystes de l'ovaire parce que l'on sait que le risque de récidive, il est important. 40% de récidive d'endométriome, c'est un kyste de l'ovaire endométriosique, à 5 ans. 40% des femmes vont récidiver. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Donc, il faut pas qu'on les opère toutes. Oui. Parce que de toute façon, si on les opère 1 fois, 2 fois, 3 fois, si on opère 3 fois une jeune femme, elle aura encore plus de difficultés après dans un désir de grossesse. Et justement, il y a une théorie selon laquelle la grossesse guérirait de l'endométriose. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pouvez... Ça fait partie des vrais adages de gynécologue, ça. La grossesse, ça représente 9 mois pendant lesquels on ne va pas avoir de règles. Donc, c'est un peu comme si on prenait la pilule pendant 9 mois. Ou certains médicaments qu'on donne dans l'endométriose sous forme de piqûres sont des piqûres qui mettent les patientes en ménopause. Et ben la grossesse, c'est un autre processus, mais ça fait la même chose. Donc sur des endométrioses pas trop évolutives et pas trop volumineuses, effectivement, ça peut permettre, sur des petits impacts qui font moins de quelques millimètres, ça peut permettre de les faire disparaître totalement et que la patiente soit éventuellement tranquille après. D'accord. Ça, c'est vrai. Maintenant, sur des endométrioses beaucoup plus évoluées, ça sera plus compliqué. Ça va la mettre en stand-by pendant ce temps-là. Ça évitera peut-être que ça recommence tout de suite après. Charge à nous de lui trouver une contraception qui va lui bloquer ses règles de nouveau. Faut penser quand même derrière, on est quelque part un peu condamné à essayer d'avoir le moins de règles possible. Une autre dernière question là-dessus. Qu'est-ce que l'adénomiose et quelle est sa différence avec l'endométriose? Alors, ça fait partie du même processus, mais dans un organe différent, qui est la paroi de l'utérus. Là, c'est pas du tout ce flux menstruel qui passe par les trompes qui nous embête. C'est simplement que, au niveau de l'utérus, ces cellules qui sont normalement une couche superficielle de l'utérus vont réussir à s'incruster dans la paroi de l'utérus. L'utérus, c'est un muscle qui est assez épais, qui peut faire un petit centimètre d'épaisseur. Et donc, ces cellules vont aller se greffer dans l'utérus. Et là, même processus que tout à l'heure, ça pousse pendant 1 mois, tous les mois, au bout du mois, ça saigne. Et ça finit par faire des petites cryptes millimétriques sur certains endroits de l'utérus, parfois sur l'ensemble de toute la paroi utérine. Et les symptômes sont différents. C'est plus déjà une pathologie de la femme qui a plus de 35 ans. On trouve plus ça chez ces patientes-là. Elles vont venir pour des douleurs de règles aussi, des tensions abdominales très importantes, et des lourdeurs, même en dehors des règles. Donc elles ont des symptômes un tout petit peu différents. Elles n'ont pas de troubles digestifs, elles n'ont pas de choses comme ça. Elles ont des douleurs de règles et une pesanteur pelvienne parce qu'en fait leur utérus grossit petit à petit. Il est mis sous tension en permanence en fait, et c'est cette tension permanente qui leur fait mal. Et quelle est l'origine de l'adénomiose? Bah c'est la même chose. Ce sont ces petites cellules qui vont qui vont migrer.
Alors, elles peuvent migrer parce qu'il y a des brèches. Par exemple, quelqu'un qui a une césarienne, il y a une cicatrice sur cet utérus et donc ça peut permettre que ça se développe un peu plus vite. Il y a aussi des gens qui ont aucune césarienne et qui vont développer ça. Elles sont parfois complètement asymptomatiques, c'est la même chose pour l'endométriose. Hein. Parfois, moi, je fais des échographies pour une raison X ou Y, et c'est en faisant l'écho, je me dis, en écho, on le voit très bien, je suis capable de dire, elle a de l'adénomiose, elle a 0 signe. Dans ces cas-là, je fais même pas d'IRM, c'est tout. Elle a pas mal, je la laisse tranquille. D'accord. Sauf si, toujours pareil, elle aurait potentiellement un désir de grossesse. Encore que là, c'est plus compliqué pour l'adénomiose parce que on peut pas du tout l'enlever de la même façon. C'est quelque chose qui est plus diffus dans la paroi utérine, donc ça complique un peu les choses. Et justement, quel est le traitement si on peut pas l'enlever de la même façon? Et comme les symptômes ne sont pas les mêmes, qu'est-ce qu'on C'est quand même, les douleurs sont quand même dues au fait qu'on a nos règles. Donc, dans un premier temps, on essaie toujours de bloquer les règles. Comme c'est des patients qui ont plus 40 ans, souvent on pose des stérilés hormonaux en premier. Mais elles gardent parfois cette pesanteur parce que l'utérus reste plus lourd que la normale. Et donc, si on n'a aucune stratégie médicamenteuse qui marche par rapport aux douleurs, on fait des hystérectomies. On finit par enlever l'utérus. C'est sûr que si on a ça avant de vouloir avoir des grossesses, c'est pas... C'est plus compliqué. Maintenant, elles ont plus facilement... le processus de leur infertilité est un peu différent à ces patients qui ont de l'adénomiose. Ces patientes-là, elles ont un petit peu plus de risque de faire des fausses couches. Les autres, elles n'arriveront pas à mettre une grossesse en route. Dans l'adénomiose, elles auront peut-être plus de difficultés à ce que l'œuf se niche, ou ça va être un peu différent. C'est beaucoup plus technique, c'est vraiment des problèmes d'équipe de PMA qui, selon les cas entre l'adénomiose et l'endométriose, va voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut mieux développer comme traitement pour ces patients. Mais en général, pour les unes comme pour les autres, c'est très paradoxal, mais avant de débuter une grossesse, il va falloir accepter, pendant un temps plus ou moins long, d'avoir un traitement qui va bloquer complètement les ovaires et l'utérus, mettre tout au repos. Ça se fait à partir de piqûres que l'on fait. Ça s'appelle des agonistes de la GnRH, qui est une hormone qu'on a au niveau du cerveau et qui va stimuler les ovaires. Et en fait, dans les équipes de PMA, on passe par ce cap-là pour essayer de mettre le plus possible au repos la pathologie, pour après pouvoir démarrer de nouveau les cycles de stimulation et faire en sorte que la patiente soit très vite enceinte après, pour lui éviter aussi de rester 6 mois avec des règles douloureuses de nouveau, avec un risque d'évolution de la maladie. Par contre, l'adénomiose, pour moi, c'est un motif d'hystérectomie fréquent. C'est pareil, c'est-à-dire qu'elles vivent ça de la même façon que les gens plus jeunes qui ont l'endométriose. C'est des femmes qui, à 40 ans, ont des règles très douloureuses, qui durent longtemps, elles saignent entre deux, elles ont toujours mal, elles ont toujours des pesanteurs, elles ont des dyspareunies. Donc, et en fait, les traitements, elles ont 40 ans, je peux pas leur donner une pilule classique. Oui. Donc, on est un peu plus, si le stérilet ne marche pas, on a une autre pilule qu'on peut leur donner, mais on est un petit peu plus coincé au niveau des thérapeutiques. Et du coup, on leur fait des hystérectomies. Et là, pareil, enfin, pour elles, c'est salvateur. L'impact psychologique de cette pathologie, il est vraiment très important. Le pilier, c'est vraiment les douleurs, l'infertilité et l'impact psychologique. Et on sait aujourd'hui, par exemple, ça va jouer sur leur dyspareunie. Oui, les douleurs pendant les rapports, je le précise parce que je sais pas si tout le monde sait. Elles vont venir consulter parce qu'elles ont des dyspareunies. On va leur découvrir l'endométriose. Ou pas. On sait maintenant que pour faire céder des dyspareunies, c'est pas tout de traiter simplement, par exemple, la cause parce qu'elle aurait un nodule d'endométriose. Parce qu'en fait, il s'est passé tellement d'années qu'il y a des couches et des couches et des couches de ressentis psychologiques qui se sont amassés et qui fait que la chirurgie va pas suffire et que si à côté il n'y a pas toutes ces médecines parallèles ou d'aide au bien-être. Plus pour la santé mentale en fait. Ouais, c'est ça, c'est retrouver un équilibre mental. Moi j'explique aux gens ça que moi je vais enlever une couche avec la chirurgie mais que derrière il y aura encore du travail. Il faut pas qu'elle pense que du jour au lendemain, après qu'elle soit opérée, ça va aller mieux forcément. Parce que ça a été tellement long le processus de dépistage que ça va être long aussi de retrouver un équilibre et une confiance en soi, par exemple, même ça. Ouais, parce qu'il y a un traumatisme, en fait, qui fait qu'elles auront peut-être encore mal pendant les rapports. Complètement, alors qu'elles sont opérées et qu'elles auront plus de nodules. Mais dans leur tête, c'est parce que leur cerveau aura intégré une douleur depuis si longtemps qu'il va pas l'oublier, même si elle a été opérée. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que vous avez un conseil à donner aux femmes, par exemple aux femmes de la communauté FemPo qui nous écoutent et qui souffrent d'endométriose? Alors des conseils, ils sont multiples. C'est à la fois en parler, mais je pense qu'elles le font, mais c'est parce qu'elles ont l'impression d'être incomprises parfois. C'est peut-être politiquement incorrect, mais si vous avez l'impression d'avoir avec vous, devant vous, un praticien qui vous entend pas, eh ben on a le droit de changer de médecin. On a le droit d'essayer de trouver quelqu'un avec qui ça va peut-être mieux passer et où on va avoir une écoute.
Donc cette écoute, elle est importante. Et il faut parler de tous ces symptômes aussi, je pense. Faut pas en négliger, ou faut pas avoir aussi de la pudeur et de pas parler de certaines choses. Nous, normalement, on va susciter les réponses, mais si quelqu'un n'a pas envie de me dire quelque chose, globalement, je peux aussi passer à côté. Et puis, c'est pas négliger tout ce qui va pouvoir lui apporter, à côté de cette prise en charge purement chirurgicale ou médicale, du bien-être à travers ce qu'on avait dit tout à l'heure avec le yoga, l'acupuncture et l'ostéopathie, disait aussi, la relaxation. Moi, je pense que c'est aussi à elle d'y penser, peut-être, parfois. Je pense que elles s'entendent dire, ma fille, t'es comme moi, aussi. Et elles y pensent pas toujours que ça peut peut-être être de l'endométriose, un peu plus maintenant, parce que ça s'est médiatisé beaucoup. Oui. Et après, il faut aussi dire, parce que je vois aussi ça, c'est un autre problème, c'est que je vois beaucoup de jeunes femmes arriver en me disant, j'ai l'endométriose. Non, quand même, pas forcément non plus. Et il faut pas non plus qu'on retire de ça que, oui, dès qu'on a nos règles douloureuses, on a de l'endométriose, c'est pas vrai. Il y a quand même une majorité de femmes qui ont des règles douloureuses et pour qui ce n'est pas de l'endométriose, et fort heureusement. Et puis on a le droit aussi d'avoir de l'endométriose et qui n'aura aucun impact, en tout cas par exemple sur la fertilité, parce que c'est la grande question aussi des jeunes femmes. Il y a aussi plein de patientes qui ne se savent pas endométriosiques, on va dire, et qui le sont, c'est pas un très joli mot ça, et qui n'auront aucun problème pour avoir un enfant un jour, par exemple. Donc c'est ça qui est important aussi. Faut pas penser que parce qu'on a ces règles douloureuses, on a de l'endométriose, c'est pas vrai. C'est important de le savoir. Oui, je pense. Merci beaucoup Fabienne pour toutes vos explications et pour le temps que vous avez pris pour cet échange. C'était vraiment très intéressant de discuter avec vous et je suis sûre que ça permettra aux femmes de la communauté FemPo de mieux comprendre l'endométriose et à celles qui pourraient en être atteintes de savoir comment se faire diagnostiquer et comment traiter leur maladie. Merci. On espère que cet épisode vous a plu. La semaine prochaine, Nina parlera flux libre instinctif avec Mélissa Carlier, fondatrice de la plateforme Cyclo Intima. À très bientôt les Warriors!